merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous faire l'honneur d'être présent pour notre première conférence de l'année 2020. Donc nous allons commencer. Loïc va présenter brièvement vos travaux. Ensuite, un temps vous sera laissé pour présenter votre ouvrage et vos travaux à l'occasion. Et ensuite, des échanges, un troisième temps d'échange avec la salle sera prévu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Loïc. Thomas Piketty, bonsoir. Vous êtes économiste, ancien élève de l'École normale supérieure, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris, et vous êtes surtout le spécialiste français des inégalités et une figure d'autorité mondiale en la matière. En 1993, l'Association française des sciences économiques vous décernait déjà, à 22 ans seulement, le prix de la meilleure thèse pour vos essais sur la théorie de la redistribution des richesses. En 2001, vous optez pour l'angle de l'histoire économique afin d'analyser en profondeur les dynamiques de formation et de reproduction des hauts revenus en France au XXe siècle. Vous recevez juste après le prix du meilleur jeune économiste de France. L'année 2013 représente une accélération majeure, avec la publication du Capital au XXIe siècle, traduit dans 40 langues et vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Vos travaux s'ouvrent alors à un public immense. Comment expliquer ce succès ? D'abord, le diagnostic que vous posez est frappant. Si les inégalités de revenus ont tendance à se réduire depuis les années 1980 entre la classe moyenne mondiale et les plus pauvres de la planète, les plus riches sont, quant à eux, de plus en plus riches. C'est vrai pour le revenu, ça l'est encore plus pour la propriété. Ensuite, ce décrochage des plus hauts revenus paraît inexorable. Les patrimoines des plus riches sont constitués en très grande partie de capital, lequel est très difficile à taxer dans un monde mondialisé. On pense en effet aux paradis fiscaux, à la concurrence fiscale entre États et à la libéralisation des échanges qui conduit inévitablement à une compétition pour attirer les investissements étrangers. Cette structure différentielle de la richesse entre les individus rend, selon vous, critique la réduction des inégalités, critique au double sens d'urgence et de complexe. Enfin, ce constat est lourd d'implications politiques. Justice sociale, bien-être collectif sont intrinsèquement liés au degré d'inégalité dans une société donnée, et par extension, dans l'ordre mondial qui est aujourd'hui le nôtre. Le capital au XXIe siècle a été, on peut le dire, une petite révolution. Mais vous estimez que votre nouveau livre, Capital et idéologie, ici, publié au Seuil l'année dernière, est bien meilleur. La première phrase donne d'emblée le ton. Chaque société humaine doit justifier ses inégalités. Autrement dit, les inégalités n'existent pas en soi. Elles sont produites et elles sont, dans une certaine mesure, acceptées. Ce livre est ainsi à la fois un prolongement et un approfondissement de vos travaux précédents. Par rapport au Capital au XXIe siècle, vous étendez le champ géographique de l'analyse. Les sources ne portent plus seulement sur l'Occident, mais incluent, entre autres, le Brésil et l'Inde, l'Afrique du Sud et la Tunisie, le Liban et la Côte d'Ivoire, la Corée, Taïwan, la Pologne, la Hongrie et, de manière plus limitée, la Russie et la Chine. Vous procédez cette fois-ci à une histoire mondiale des régimes inégalitaires, qui articulent système politique et régime de propriété. En d'autres termes, à chaque moment d'une société donnée, les inégalités de richesse ou de statut sont légitimées par des discours et des institutions. Mais l'ordre établi est susceptible d'évolutions plus ou moins virulentes dans le temps et entre les sociétés, ce qui implique aussi que nous pouvons changer de régime pour davantage ou moins de justice sociale. En vous remerciant pour votre venue ce soir en Sorbonne, je vous laisse donc nous raconter cette histoire passionnante et ses implications actuelles. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. On a eu du mal en décembre pour le faire. Je suis content qu'on puisse le faire maintenant. Bon, le fait qu'on ait eu des difficultés à le faire montre aussi l'importance toujours présente
présente des conflits sur les questions de la justice sociale, sur les questions d'inégalité, et qui ne sont pas prêts de s'en aller. Et ce livre-là essaye de prendre du recul historique sur ces questions de justice, ces questions d'inégalité. Et dans ce livre, que je vais essayer de vous présenter dans cette conférence, essaye d'écrire une histoire globale des régimes inégalitaires, c'est-à-dire, au sens où je le définis dans ce livre, les systèmes de justification des inégalités, avec l'idée générale que ces systèmes de justification d'un certain niveau d'inégalité, ou d'ailleurs d'un certain niveau d'égalité, ont toujours une part de plausibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais... Les sociétés ont toujours besoin de trouver des histoires qui aient un semblant de vérité pour justifier leur organisation, et c'est toujours beaucoup plus compliqué que simplement des groupes dominants qui expliquent que voilà, ils dominent et puis c'est tout. Enfin, ça ne pourrait pas tenir, ça ne tiendrait pas une seconde si on se contentait de ça. Donc il y a toujours une sophistication dans le discours qui a parfois des parts d'hypocrisie évidemment, mais qui est toujours plus de l'hypocrisie. Il y a toujours une part de moins de plausibilité, un semblant de vérité, et pour mieux se mettre à distance parfois de ces idéologies excessives, je pense qu'il faut faire ce détour par l'histoire et de montrer, comme j'essaye de le faire dans ce livre, comment toutes les grandes transformations des inégalités et plus généralement de l'organisation de la société, de l'économie à différentes époques, reposent d'abord sur des transformations politiques et idéologiques. C'est vraiment ça le message central du livre, c'est que les déterminants purement économiques ou purement technologiques ou purement culturels des inégalités ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on observe dans l'histoire des retournements, des mobilisations sociales et politiques qui rechangent et retransforment toujours les structures en place plus rapidement et plus profondément que ce que pouvaient imaginer les contemporains, et il en ira de même à l'avenir. Et donc c'est ce message finalement optimiste d'une certaine façon sur lequel j'insiste dans le livre, c'est-à-dire que au-delà de tous les conservatismes et de tous les discours visant à naturaliser les inégalités, c'est-à-dire à les présenter comme naturelles, intangibles, en fait, les leçons de l'histoire, c'est vraiment qu'il existe toujours des alternatives, il y a toujours des façons très différentes d'organiser à tous les niveaux de développement un régime de propriété, un régime de frontières, un régime éducatif, un régime fiscal, et toutes les différences portent souvent sur des points extrêmement importants, et c'est en remettant tout ça en perspective historique qu'on peut mieux le comprendre. Alors, vous disiez, j'affirmais que ce livre était bien meilleur que le précédent, je le réécris là, effectivement, en disant que je pense qu'il est un peu moins lacunaire, c'est-à-dire que le livre précédent avait d'énormes limitations, en particulier sur le fait d'être très centré sur les pays riches. Ce livre-là est un peu moins centré sur les pays riches, il est sans doute un peu trop encore. Il est, je crois, aussi plus intéressant parce qu'il essaye de s'ouvrir sur des sociétés coloniales, sociétés indiennes, sur des régimes de justification des inégalités qui étaient beaucoup moins étudiés dans leur dimension idéologique et politique dans le livre précédent. Cela dit, ce livre reste imparfait, j'espère que les suivants seront mieux, et toutes ces discussions, ces débats qu'on peut avoir, par exemple sur le plan d'amphithéâtre, font partie des éléments qui m'ont fait réaliser les limites du livre précédent et qui m'ont permis d'aller plus loin. Donc je suis très content d'être là justement pour en parler et essayer de faire des progrès pour la suite. Alors, je vais commencer. Alors, je ne sais plus très bien combien de temps on avait fixé que j'allais parler, mais je vais m'adapter à environ, oui, une petite heure. Voilà, très bien. Et là, je vais essayer de faire ça. Vous me prévenez quand je suis près du bout pour que j'accélère un petit peu et que je termine ça à la fin. Donc, je vais commencer par présenter très rapidement le plan du livre pour que chacun se rende compte un petit peu de l'organisation de ce travail. Donc, le livre est composé de 4 parties de 17 chapitres. Ça suit plus ou moins un ordre chronologique, mais surtout un ordre logique, c'est-à-dire que ce livre essaye de montrer les formes un peu d'apprentissage de la justice qu'on voit au cours de l'histoire. La première partie traite de la transition entre les sociétés d'ordre d'Ancien Régime et plus généralement les sociétés trifonctionnelles reposant sur la complémentarité entre différents groupes, en particulier un clergé chargé de la direction spirituelle de la société, une noblesse chargée du maintien de l'ordre, et puis un tiers-état chargé des autres fonctions, qu'on retrouve dans les sociétés d'Ancien Régime en Europe, évidemment, mais qu'on retrouve aussi sous des formes différentes en Inde, dans d'autres religions à travers la planète, en Extrême-Orient, dans le monde arabo-musulman, sous des formes différentes.
Et je me concentre dans la première partie sur le cas des sociétés européennes et la façon dont ces sociétés d'ordre se sont transformées en sociétés de propriétaires au cours du XIXe siècle, alors notamment en France avec la césure fondamentale de la Révolution française. Et on passe là vraiment à un autre régime de justification des inégalités, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une logique de complémentarité fonctionnelle entre les groupes, avec dès que chaque groupe, et en particulier les deux groupes dominants, apportent des services en quelque sorte, un encadrement de la société, la stabilité, l'encadrement spirituel de la société, et que l'inégalité se justifie par cette complémentarité entre les groupes, qui est une justification qui évidemment n'est jamais totalement convaincante, mais n'est jamais non plus totalement absurde. Enfin, en tout cas, les groupes essayent de convaincre plus ou moins leurs ouailles que ces justifications tiennent la route. Alors, tout ça, évidemment, se finit toujours dans des révoltes et dans des changements, mais en tout cas, c'est ça le schéma de base de justification de l'inégalité, alors qu'au XIXe siècle, les sociétés de propriétaires vont se fonder sur un principe d'égal accès aux droits, et notamment aux droits de propriété, quelles que soient les origines familiales, en principe. En pratique, c'est quand même surtout réservé pour les hommes au XIXe siècle, et puis en pratique, on va voir que la propriété reste extrêmement concentrée. Donc il y a une égalité théorique d'accès aux droits de propriété, mais en pratique, une énorme inégalité, et un système politique qui s'articule autour de l'idée qu'il ne faut surtout pas remettre en cause ces droits de propriété, qui sont un peu le fondement nouveau de l'ordre de la société, et on a quasiment une sacralisation comme une nouvelle religion autour de la propriété, à défaut d'asseoir l'ordre social sur une classe explicitement religieuse, comme dans les sociétés ancien régime. La propriété fait un peu figure de ciment qu'il ne faut pas remettre en cause, quels que soient ses excès, de peur de ne pas savoir où s'arrêter et de nous replonger à nouveau dans le chaos. La seconde partie du livre traite du cas des sociétés esclavagistes et coloniales et de la façon dont la rencontre entre les puissances coloniales européennes et les sociétés extra-européennes a totalement perturbé le schéma de modernisation, de construction de l'État et de passage d'une société trifonctionnelle à une société de propriétaires. J'insiste notamment sur le cas de l'Inde, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup parler dans la conférence aujourd'hui, mais qui est très intéressant parce qu'il montre la rencontre d'un système inégalitaire ancien avec un système de caste et une logique coloniale par laquelle les Britanniques, les colonisateurs britanniques va se mettre finalement à rigidifier encore plus les inégalités du système indien ancien en mettant les différentes catégories qui souvent n'étaient pas si clairement définies que ça dans les cases d'un recensement centralisé à l'échelle de toute l'Inde et finalement à force de distribuer des droits et des devoirs sur la base de ces nouvelles catégories pendant des décennies finit par donner corps à ces inégalités et l'Inde indépendante essaye avec les moyens de l'état de droit et des systèmes de discrimination positive en faveur des groupes sociaux historiquement les plus discriminés, de corriger ces inégalités avec des réussites et aussi des limitations. C'est un exemple extrêmement intéressant de rencontre entre différentes logiques idéologiques des inégalités et ce passage par l'histoire est là encore indispensable pour comprendre la situation actuelle. Dans la troisième partie du livre aborde le XXe siècle davantage et en particulier la chute des sociétés de propriétaires entre 1914 et 1945, et j'y reviendrai tout à l'heure, les sociétés social-démocrates de l'après-guerre, leur réussite en termes de réduction des inégalités qui sont réelles, et en même temps leur limitation, qui à partir des années 80-90 va devenir une source de déclin de cet idéal social-démocrate. Les sociétés communistes et post-communistes, j'y reviendrai tout à l'heure, jouent un rôle très important dans le schéma idéologique d'ensemble, puisque le communisme, en particulier dans sa version soviétique, a été un peu le défi le plus radical lancé à l'idéologie de la propriété privée, puisque le projet était tout simplement de l'éradiquer totalement et de la remplacer par la propriété étatique hyper centralisée. Et puis à la fin après la chute de l'Union soviétique, finalement, la faillite de ce système, le post-communisme, est devenu le meilleur allié de l'hypercapitalisme avec la Russie, qui représente le point extrême de cette transition. Et ce pays qui avait voulu éradiquer la propriété privée se retrouve à devenir la capitale mondiale des paradis fiscaux et des oligarques. Et donc là, on a un effet de basculement idéologique qu'on voit aussi en Chine dans une autre façon, même si le pays est officiellement communiste, en réalité, il a basculé aussi dans une forme d'hypercapitalisme non régulé, et voilà, la désillusion post-communiste joue un rôle central dans la remontée des inégalités depuis les années 80-90 et aussi dans la désillusion générale qui nourrit aujourd'hui des tentations
identitaire et nationaliste. La quatrième partie du livre traite de l'évolution de la structure des électorats, et en particulier de comment les électorats des partis sociodémocrates au sens large, qui dans l'après-Seconde Guerre mondiale étaient particulièrement forts dans les catégories les plus populaires, en termes de niveau d'éducation, de revenus, de patrimoine, se sont graduellement complètement transformés et finalement ont perdu cette capacité de mobilisation populaire. Je pense en partie parce que leur agenda de redistribution, de réduction des inégalités a été soit abandonné, soit n'a pas su se mettre à jour face à des défis nouveaux, ce qui conduit à alimenter à nouveau des dérives identitaires, nativistes, soi-disant social-nativistes, mais en fait plus nativistes que social qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, le dernier chapitre du livre présente des perspectives pour la suite, des perspectives beaucoup plus internationalistes, socialistes, visant à dépasser la propriété privée strictement capitaliste. Je ne prétends pas que cette voie internationaliste et socialiste soit la plus facile à suivre, et il est évident que la voie nationaliste est évidemment la plus facile à suivre. Et il est malheureusement à craindre qu'elle continue d'être suivie un certain temps. En même temps, cette voie-là, d'une part, n'est pas la seule possible, et d'autre part, ne réglera pas les problèmes. C'est-à-dire que les défis fondamentaux, à commencer par le défi du réchauffement climatique, qui va très vite montrer les limites du système économique actuel, le défi des inégalités, ne seront pas résolus par le repli nationaliste, et tous ces défis demandent des solutions internationalistes, demandent une très forte réduction des inégalités. En particulier, il ne peut pas y avoir de sobriété énergétique sans une certaine forme de sobriété sociale et économique et sans une très forte réduction des inégalités. Et donc, à un moment donné à un autre, de toute façon, les contradictions du système feront qu'on devra bien essayer d'en arriver à un retour à des formes internationalistes, socialistes au sens du dépassement du capitalisme, et je pense qu'on a tout intérêt à y réfléchir dès maintenant plutôt que d'attendre un hypothétique effondrement, grande crise qui résoudrait les problèmes pour nous, parce que la leçon générale de l'approche que j'essaie de développer dans ce livre, c'est que les crises, les moments parfois violents, les révolutions, parfois les guerres, sont souvent des conditions nécessaires, pas toujours, mais sont souvent des conditions nécessaires pour des changements historiques importants, mais ce ne sont jamais des conditions suffisantes. C'est-à-dire qu'au-delà de la conflictualité, parfois de la conflictualité sociale, des crises financières, c'est surtout la guerre des idéologies est plus importante encore que la lutte des classes. Et la position sociale en particulier ne suffit pas à déterminer un débouché politique, ne suffit pas à déterminer une théorie de la propriété, de la frontière, de l'impôt juste, de l'éducation juste. Et donc il faut, les idées ont une importance en tant que telle. Il y a toujours une indétermination sur le système suivant, et dans tous les moments de crise que j'étudie dans ce livre, on a toujours des multiplicités de trajectoires possibles, de bifurcations possibles qui peuvent être suivies dans les moments de crise. Il en ira de même à l'avenir, sous des formes de crise sociale, de crise financière, de crise politique que moi je ne suis pas capable de prévoir, mais ce qui est certain, c'est que dans ces moments de crise, les répertoires d'idées qui auront fait l'objet d'appropriation ou non large précédemment aux crises auront un impact très important sur les trajectoires qui seront finalement suivies. Donc, une des façons les moins bêtes qu'on puisse utiliser pour essayer de se préparer à ces crises, c'est d'étudier cette histoire. Donc, je vais présenter un certain nombre de graphiques et de tableaux issus du livre pour vous donner un peu une idée plus concrète du contenu de cette recherche. Si vous voulez en savoir plus, allez sur ce site, piketty.pse.ens.fr/idéologie, où vous trouverez... Alors c'est un livre, c'est d'abord un livre historique, empirique, il y a 169 graphiques et tableaux dans le livre, donc évidemment je ne vais pas tous les présenter aujourd'hui, mais vous les trouverez tous sur ce site. Il y en a une centaine d'autres qui ne sont pas dans le livre, qui sont aussi sur ce site. Je ne peux pas mettre le livre en ligne, mais d'après ce que je peux comprendre, il n'est pas très difficile à trouver non plus. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi décider de l'acheter, mais ce n'est pas très grave dans le fond. Le principal là, c'est d'essayer de vous donner une idée du contenu, peut-être pour vous donner envie d'aller plus loin. Alors, dans cette présentation, dans la suite de cette présentation, je vais essayer de me concentrer sur ces 4 points, ce qui est déjà un programme assez chargé, et donc je vais devoir un peu accélérer sans doute à la fin. Premier point, ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française, c'est le fait que malgré la promesse d'égalité qui est annoncée par la Révolution française, finalement on voit au XIXe siècle une augmentation de la concentration de la propriété et d'une certaine façon du pouvoir économique,
le sommeil inégalitaire colonial, les épisodes d'abolition de l'esclavage, formant une illustration extrême de cela, mais on le voit aussi à l'intérieur des pays européens. Le deuxième point sera au sujet de la réduction des inégalités au cours de la première moitié du XXe siècle, et j'insisterai à la fois sur les évolutions intellectuelles, idéologiques de longue durée depuis le XIXe siècle, ou même depuis le XVIIIe siècle, qui ont permis cette réduction des inégalités au cours du XXe siècle, et aussi par l'importance des crises et des contradictions internes à l'ancien système qui finalement ont précipité sa chute. Le troisième point sera au sujet de la remontée des inégalités depuis les années 80-90. J'insisterai là encore sur deux éléments proprement politiques et idéologiques pour expliquer ce retournement, avec en particulier le reaganisme et la chute du communisme soviétique. Et ces deux moments contribuent d'une certaine façon aujourd'hui à alimenter une certaine désillusion face à l'économie en général, enfin face à l'idée même d'une justice économique, et finalement alimente aussi les tensions, les risques de repli identitaire et nationaliste qu'on a aujourd'hui. Et enfin, je présenterai, mais je suis sûr que j'aurai plus de questions tout à l'heure à ce sujet, si je n'ai pas le temps de présenter complètement, des pistes plus internationalistes, égalitaires, socialistes, pour une trajectoire alternative que j'ai évoquée à l'instant, qui n'est pas forcément la voie la plus certaine dans l'immédiat, mais vers laquelle, comme je le disais tout à l'heure, on reviendra, je pense, d'une façon ou d'une autre. Alors, je démarre tout de suite avec le premier point sur ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française. Donc, l'idée générale, je l'ai un peu évoquée, c'est qu'il y a une promesse d'égalité qui est faite au moment de la Révolution française, avec l'égalité formelle des droits. Voilà, que vous soyez d'origine noble ou pas, vous avez en principe le même accès aux droits de propriété, le même accès aux différentes professions. Et puis en pratique, on va quand même constater que cette redistribution des chances et de la propriété bute un peu sur une contrainte. En particulier, la propriété reste extrêmement concentrée et même se concentre de plus en plus fortement au fil du XIXe siècle. Et donc, il faut vraiment attendre la Première Guerre mondiale pour avoir une forte réduction des inégalités. J'essaierai d'expliquer que ça vient de cette forme d'idéologie basée sur une quasi-sacralisation de la propriété, et je vais évoquer l'épisode de il y a beaucoup d'épisodes à évoquer dans l'histoire coloniale à ce sujet, parce que de façon générale, l'accumulation coloniale représente un peu la forme extrême d'accumulation d'actifs à l'échelle mondiale. J'évoquerai notamment le cas de la compensation financière aux propriétaires d'esclaves lors des émancipations, lors des abolitions de l'esclavage en France en 1848, mais aussi dans les différentes abolitions, qui illustrent un peu un point extrême de l'idéologie propriétariste au XIXe siècle, qui est, je pense, intéressant à revisiter. Alors, premier graphique que je vous présente là. Donc là, vous avez l'évolution de la concentration de la propriété au XIXe siècle et au XXe siècle en France, jusqu'au début du XXIe siècle. Donc ce que vous voyez en bleu, tout en haut, c'est la part des 1% les plus riches dans le total des propriétés. Alors les propriétés, ce sont les propriétés immobilières, terriennes, financières, professionnelles, toutes les formes de propriété telles qu'elles existent à un moment donné, ça peut aussi bien les entreprises que les immeubles, enfin toutes les formes de propriété. Et vous voyez qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les 1% les plus riches à Paris possèdent presque 70% de la propriété totale, donc une extrême concentration. Juste pour vous donner une idée, à Paris jusqu'en 1914, la plupart des immeubles au niveau du cadastre ne sont même pas découpés en appartements individuels. Donc soit vous possédez l'immeuble en entier, soit vous êtes locataire. Donc ça donne une idée du fait que voilà, la propriété est une chose qui est vraiment très très concentrée. Vous avez une diminution des inégalités qui commence très fortement avec la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale. J'y reviendrai tout à l'heure sur les facteurs qui conduisent à cette réduction des inégalités, au-delà des destructions liées aux guerres qui ne sont pas le facteur principal. Les facteurs plus politiques sont encore plus importants, encore plus déterminants. Ce sur quoi je vais insister ici, c'est que il y a une remontée des inégalités en France depuis les années 80 qui reste beaucoup plus mesurée qu'aux États-Unis, par exemple. Et donc on est encore très loin du niveau de concentration du XIXe siècle. Donc ça c'est le premier point. Dans le long terme, il y a quand même une réduction des inégalités. Moi je veux vraiment insister sur ce message optimiste, parce que ce livre essaye de raconter l'histoire d'un apprentissage de la justice, qui n'est pas toujours linéaire, qui connaît des phases de retour en arrière, de régression, mais qui quand même sur le long terme conduit aujourd'hui, en l'occurrence, à des sociétés qui sont quand
même moins inégalitaire qu'il y a un siècle, qui elle-même était par certains côtés, alors pas par tous les aspects, moins inégalitaire qu'un ou deux siècles avant. Donc il y a une forme de progression dans l'histoire, enfin en tout cas une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire, dont il ne faut pas, donc ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de cette réduction des inégalités. C'est-à-dire qu'on voit que même à la fin de la période, les 1% les plus riches possèdent beaucoup plus de patrimoine que les 50% les plus pauvres, qui sont pourtant 50 fois plus nombreux. Hein. Donc par exemple, à la fin de la période, on voit que la part des 50% les plus pauvres, c'est 6% du patrimoine total. Alors c'est mieux qu'au 19e siècle où c'était 2%, mais pour 50% de la population, ça fait pas beaucoup. Et les 1% les plus riches, à la fin de la période, là, actuellement, possèdent entre 20 et 30% de la population, de la propriété totale. Donc, 3 ou 4 ou 5 fois plus que les 50% les plus pauvres, qui sont pourtant 50 fois plus nombreux. Donc, ça veut dire que la propriété, même si c'est un peu déconcentré au fil du temps, disons, la déconcentration s'est faite principalement, donc les 1% les plus riches ont perdu, mais ça s'est fait principalement au bénéfice des 20, 30, 40% suivants. Donc le groupe qui manque ici, les personnes qui sont entre les 50% les plus pauvres et les 1% les plus riches, mais du point de vue des 50% les plus pauvres, ou même des 60 ou 70% les plus pauvres, il y a eu en fait très peu d'accès au patrimoine. Ça, c'est quelque chose qui est vrai à l'intérieur de chaque groupe d'âge. Donc c'est pas que les jeunes sont pauvres et s'apprêtent à devenir riches. Si vous regardez le même graphique, je le montre en ligne, au sein des 20-35 ans, des 65 ans et plus, des 45 ans et plus, vous avez toujours sur le résultat que la part des 50% les plus pauvres est 3 ou 4 fois plus faible que la part des 1% les plus riches, qui est une forme extrême d'inégalité qu'on ne retrouve pas au niveau des revenus. C'est-à-dire sur les revenus, les 50% les plus pauvres, bon, vous pouvez vivre sans propriété, vous ne pouvez pas vivre sans aucun revenu, enfin pas très longtemps en tout cas. Donc les 50% les plus pauvres en termes de revenus vont avoir, mettons, 20% du revenu total, ce qui est moins que leur part dans la population totale, puisque ce sont les plus pauvres, mais ce n'est pas ridiculement bas. Alors que sur la propriété, la part peut vraiment être extrêmement faible. Alors, c'est une forme d'échec aussi, là pour le coup, des sociétés social-démocrates au XXe siècle qui n'ont pas complètement réussi à diffuser la propriété, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le XIXe siècle, et donc pourquoi la Révolution française ne permet pas vraiment la réduction des inégalités, et pourquoi a-t-on cette croissance de la concentration de la propriété au cours du XIXe siècle? Je développe plusieurs explications dans le livre, mais en gros, l'explication générale, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé de redistribuer les propriétés. Au moment de la Révolution française, vous avez, par exemple, il n'y a pas de réforme agraire explicite au sens où on a pu le voir dans beaucoup de pays au XXe siècle, c'est-à-dire les réformes agraires sont des réformes où on va dire, voilà, au-delà de 1000 hectares, au-delà de 300 hectares, on prend les terres et on les redistribue aux paysans sans terre. Au moment de la Révolution française, on ne fait pas ça, en tout cas on ne fait pas ça explicitement, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va exproprier les terres ecclésiastiques, mais ensuite, au lieu de les redistribuer aux paysans sans terre, on va les mettre aux enchères. Donc ceux qui vont les acheter, c'est ceux qui ont plutôt les liquidités, les actifs pour l'acheter. Donc ça va plutôt conforter ceux qui ont déjà de la propriété, bourgeois ou nobles, mais ceux qui n'ont rien au départ n'ont pas grand-chose à la sortie. Alors il y a des débats pour essayer d'avoir une politique plus volontariste de redistribution. Là, je vous montre sur ce tableau des propositions qui n'ont pas été adoptées, mais qui ont été faites dès le XVIIIe siècle d'impôts progressifs sur le revenu, d'impôts progressifs sur les successions, montant tranquillement de moins de 5% sur les patrimoines ou les revenus inférieurs à la moyenne à 70-80% sur les patrimoines ou les revenus 1000 fois supérieurs à la moyenne. Là, je vous montre deux propositions. Il y en a beaucoup d'autres. Condorcet aussi avait fait des propositions d'impôts progressifs très explicites. Thomas Paine, qui est un révolutionnaire anglo-américain bien connu, avait proposé, en 1794, avait fait une proposition d'un impôt successoral un peu de ce type-là, dont les recettes étaient utilisées pour financer une dotation en capital à toute la population, en particulier aux paysans sans terre. Donc du point de vue des idées, l'idée d'utiliser l'état de droit et des règles fixées à l'avance pour redistribuer dans un cadre apaisé, aussi apaisé que possible, les propriétés, c'est quelque chose qu'on a déjà au XVIIIe siècle, qu'on voit très clairement avec la Révolution française. Mais à l'époque, les rapports de force font que finalement tout ça n'est pas adopté et il faut attendre le XXe siècle. Alors par contre, des barèmes très proches de ça vont être adoptés au XXe siècle, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens. Et les propositions qu'on entend aujourd'hui chez beaucoup de candidats démocrates ou d'élus démocrates au Congrès américain pour renforcer la progressivité
de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la succession ressemble beaucoup à ce type de barème. Donc, du point de vue des idées, voilà, ces choses-là sont présentes depuis très longtemps. Après, les rapports de force, les circonstances historiques font que les choses sont expérimentées ou pas. La Révolution française aurait pu tourner un peu différemment, mais en l'occurrence, il y a quelques expérimentations en 1793-1794, mais ça s'arrête très vite. L'argument fatidique, en tout cas l'argument qui est employé par les adversaires de ce type d'impôt, et qui vont finalement imposer un impôt, par exemple un impôt sur les successions qui est strictement proportionnel en France tout le 19e siècle, c'est 1% que vous léguiez 1000 francs ou 100 millions de francs, et l'argument fatidique pour justifier ça consiste en gros à dire si vous commencez à mettre ne serait-ce que 3% ou 5% sur les plus hautes fortunes, vous n'allez pas savoir où vous arrêter, et tout ça va se terminer dans le chaos généralisé, et ça va finir par se retomber sur les plus pauvres, sur tout le monde. Donc n'essayez même pas de rentrer dans cette logique, parce que vous ne saurez plus la maîtriser. Alors, il y a toujours une forme d'hypocrisie dans ce type de discours, mais c'est vrai qu'en même temps, à l'époque, entre le 19e siècle, ça n'avait jamais été expérimenté grandeur nature, donc après tout, on savait pas très bien où tout ça allait tourner. Aujourd'hui, on entend encore ce type de discours. Bon, la différence, c'est que là, on a l'expérience historique du 20e siècle qui montre que ça peut rester sous contrôle et ça peut même très bien marcher, comme je le dirai dans une seconde. Mais bon, après, il y a des oublis historiques, des fois des oublis volontaires, des fois de l'ignorance aussi, ça arrive. En tout cas, au 19e siècle, on n'avait jamais expérimenté ça, et le discours dominant refuse ce type d'évolution. Alors, ça s'accompagne à l'époque, quand même d'un très grand conservatisme sur le droit de propriété en général, qui s'illustre de façon extrême, et je voudrais évoquer cet épisode avec les épisodes d'abolition de l'esclavage, dont je vais passer certaines slides, vous retrouverez en ligne la présentation complète pour ceux qui veulent la voir, mais je vais être obligé de passer certaines choses, sinon on ne va pas y arriver. Je veux évoquer rapidement le cas d'abord sur la question de l'esclavage, le cas d'Haïti. Alors Haïti, qui était Saint-Domingue au XVIIIe siècle, qui était la plus grande île esclavagiste française, avec une croissance du nombre d'esclaves extrêmement rapide au XVIIIe siècle. Au moment de la Révolution française, vous avez pratiquement 1,5 million d'esclaves, plus de 90% de la population est esclave à Saint-Domingue, et vous allez avoir une révolution d'esclaves en 1791-1792 qui va mettre les propriétaires d'esclaves dehors. Et la convention réunie à Paris finit par voter l'abolition de l'esclavage en 1794, mais en vérité, elle n'a pas vraiment le choix, puisque les propriétaires ont été mis dehors, et donc c'est d'abord la révolte qui conduit à ce résultat, et ensuite l'esclavage sera rétabli sous Napoléon dans les autres îles esclavagistes françaises, Guadeloupe, Martinique, Réunion, où il y avait aussi 80-90% d'esclaves, mais c'était à Saint-Domingue que la situation était la plus extrême. Saint-Domingue change de nom, devient Haïti en 1804, au moment où le pays proclame son indépendance. Quand finalement la monarchie française, en 1825, accepte de reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement à une condition, que Haïti rembourse aux propriétaires français la perte de propriété liée à la fin de l'esclavage. Donc il y a des discussions, finalement le montant, Haïti n'a pas vraiment droit à la discussion puisque la flotte française est autour d'Haïti et menace d'envahir l'île si Haïti n'est pas d'accord pour rembourser. Donc le montant est fixé, il y a des recherches qui ont été menées récemment, parce que tout ça est très bien enregistré dans les archives de l'époque, parce que tout ça paraissait parfaitement justifié à l'époque. Le montant est fixé à environ 3 années de production d'Haïti de 1825, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui évidemment n'est pas remboursable en une seule fois. Donc les banques françaises vont arriver en proposant de refinancer tout ça moyennant taux d'intérêt, et Haïti va devoir repayer cette dette jusqu'aux années 1950. Donc pendant presque un siècle et demi, Haïti rembourse cette dette à la France. Les montants sont versés au départ à la Caisse des dépôts, qui ensuite les renvoie sur les propriétaires d'esclaves qui ont perdu leur propriété. Et il faut bien se rendre compte que dans les débats de l'époque, c'est quelque chose qui paraît complètement évident. Alors pas à tout le monde, il y a des personnes, Condorcet, que je citais déjà tout à l'heure, lui il proposait une compensation pour les esclaves, et pas pour les propriétaires d'esclaves, sous forme d'une pension versée par les anciens propriétaires d'esclaves aux vieux esclaves, et sous forme d'un accès à la terre, pour ceux qui sont encore en âge de travailler. Mais ces idées ne sont pas retenues, et en particulier pour tous les intellectuels dits libéraux du XIXe siècle, c'est évidemment les propriétaires d'esclaves qu'il faut compenser. Donc en particulier Tocqueville, qui est souvent célébré, d'ailleurs dans un livre récent, je crois, comme un grand libéral, etc. Oui, c'était un très grand libéral, mais pour lui, c'était évident que les propriétaires d'esclaves devaient être compensés intégralement. Il propose même, dans les années 1840, une solution qui sera en partie adoptée en 1848, consistant à faire payer une partie de la compensation par le trésor public, par le contribuable, et l'autre partie par les esclaves eux-mêmes, qui pendant 30 ans reverseront la moitié de leur salaire aux propriétaires,
guerre, le temps d'apprendre un peu la liberté dans les mots de Tocqueville de l'époque. Et donc, les arguments, alors aujourd'hui ça peut paraître très étrange, mais il y a des arguments qui à l'époque ont l'air plausibles, qui consistent à dire, si vous commencez à exproprier les propriétaires d'esclaves sans compensation, vous n'allez pas vous arrêter là. Et comment vous allez finir par vous attaquer aux autres propriétaires? Et de fait, si on essaye de réfléchir aujourd'hui à ce qu'aurait été une abolition juste, qu'aurait-il fallu faire de personnes qui avaient possédé des esclaves dans le passé, qui avaient vendu leurs esclaves et qui maintenant possédaient un immeuble à Paris, un château dans le Bordelais, un portefeuille financier? Sans doute, il aurait fallu leur demander des comptes eux aussi. Et de fait, il aurait sans doute fallu avoir une espèce de barème progressif demandant des comptes à tous ceux qui s'étaient enrichis directement ou indirectement par l'esclavage. Et c'est vrai, oui, ça aurait conduit à une remise en cause assez radicale de la notion de propriété privée et de son intangibilité, quelles que soient ses origines. Et c'est précisément ça que les personnes de l'époque voulaient refuser. Donc il faut bien voir que c'est pas par hasard qu'on se retrouve avec des solutions comme ça qui peuvent paraître aussi absurdes, qu'on observe aussi d'ailleurs pour les autres abolitions de l'esclavage. Donc les premières abolitions de l'esclavage se font dans les Antilles françaises et britanniques, suite notamment à des révoltes d'esclaves. Le système esclavagiste aux États-Unis après va prendre des proportions beaucoup plus grandes encore. Finalement, c'est la guerre civile qui conduira à l'abolition de l'esclavage. Donc, après la guerre, là pour le coup, il n'y a pas de compensation propriétaire, mais en 1860, Lincoln proposait des compensations financières aux sudistes. C'est eux qui les refusent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas être suffisamment compensés. Et de fait, vu l'ampleur de l'esclavage aux États-Unis, ça aurait été sans doute difficile de les compenser aussi intégralement que pour les propriétaires d'esclaves français et britanniques. Ils tentent donc la sécession, tout ça se termine avec une guerre. Au Brésil, qui est la dernière grande abolition en 1887-1888, et à Cuba, vous avez aussi des compensations graduelles aux propriétaires d'esclaves. Donc je raconte un peu ces débats dans le livre, mais ici je veux surtout que vous reteniez à quel point l'idéologie propriétariste, ça peut aller très très loin sur cette question de l'esclavage et puis ensuite dans les accumulations coloniales. Alors je vais accélérer pour passer à la réduction des inégalités au cours du XXe siècle et insister sur le fait que cette réduction des inégalités au XXe siècle d'abord va être un immense succès parce que les inégalités vont être fortement réduites et en même temps on va avoir plus de prospérité économique, plus de mobilité, notamment grâce à un investissement éducatif très fort, donc c'est un immense succès. Ça a été permis par des mobilisations sociales et intellectuelles qui étaient en gestation depuis le XIXe siècle, avec les mouvements syndicaux, socialistes, mais d'une certaine façon depuis le XVIIIe siècle et depuis les Lumières. Mais c'est aussi des événements et des crises qui vont permettre ces transformations. Donc, parmi les éléments qui vont conduire à la réduction des inégalités, là, vous avez un graphique qui montre ce que j'appelle ici la montée de l'État social, c'est-à-dire que c'est le niveau des recettes fiscales, c'est la moyenne pour 4 pays européens, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suède, et vous voyez qu'avant la Première Guerre mondiale, les recettes fiscales ne sont pas très élevées et servent essentiellement à maintenir l'ordre, à payer la force de police, l'armée, notamment pour financer l'expansion coloniale. Les dépenses sociales augmentent très légèrement entre 1870 et 1914, mais ça reste très très faible. En particulier, toutes les dépenses éducatives jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est moins de 0,5% du revenu national dans tous les pays européens. Ça atteint presque 1% aux États-Unis qui sont relativement en avance sur l'Europe à cette époque-là. C'est-à-dire cette avance éducative qui a permis une avance économique. Et c'est une des leçons du livre, que c'est plutôt l'éducation et une certaine égalité dans l'éducation qui permet la prospérité économique bien davantage que l'inégalité ou la sacralisation de la propriété. Toujours est-il qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on est à moins de 0,5% sur l'investissement éducatif. On va passer à 6% depuis les années 80. Alors ensuite, vous voyez que depuis les années 80, il y a une certaine stagnation de l'investissement éducatif qui, à mon avis, est une des raisons centrales pour la diminution de la croissance et aussi pour la montée des inégalités depuis les années 80, et qui est quelque chose de très paradoxal, puisque le pourcentage d'une classe d'âge accédant à l'enseignement supérieur a évidemment beaucoup progressé depuis les années 80, mais le budget total de l'éducation n'a pas augmenté, c'est-à-dire que l'investissement par étudiant n'a pas augmenté. Et c'est une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est-à-dire qu'au cours des 10 dernières années, en particulier en France, le nombre d'étudiants a augmenté de 20%, le budget total n'a presque pas progressé, la dépense par étudiant a massivement baissé, et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne façon de préparer l'avenir. Alors, c'est lié au fait qu'on a décidé à partir des années 80 que 47% du revenu national en recettes fiscales, il fallait s'arrêter là, il fallait plafonner complètement. Donc, disons, il y a des raisons dans l'analyse idéologique et historique qui conduit à ce choix, et à partir du moment où les dépenses de santé, de retraite continuent d'augmenter,
même en augmentant la dette publique, ce qui va pas pouvoir continuer indéfiniment, vous êtes bien obligé de limiter les dépenses quelque part, et c'est vrai que l'éducation a un peu fait figure de variable d'ajustement dans cette évolution. On pourra y revenir tout à l'heure. En tout cas, cette énorme augmentation de l'investissement éducatif qui a été multipliée par 10, en gros, au cours du XXe siècle, passant de moins de 0,5% du revenu national à 6% du revenu national, c'est vraiment un des facteurs centraux qui a permis à la fois la réduction des inégalités, avec l'accès universel à l'enseignement primaire puis à l'enseignement secondaire, et aussi l'augmentation de la productivité, de la croissance économique, de la prospérité. Alors, en plus de cette augmentation globale de l'ampleur de l'État social et fiscal, vous avez eu l'invention, ce que j'appelle ici l'invention de l'impôt progressif sur le revenu, c'est-à-dire que vous allez avoir au XXe siècle l'application à grandeur réelle des idées d'impôt progressif qui avaient été déjà débattues au XVIIIe siècle, comme vous l'avez montré, sauf que là, ça va être appliqué pour de vrai. Et donc là, je vous montre les 5 principales puissances industrielles du XXe siècle, les États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France. Vous voyez que dans ces 5 pays, avant la Première Guerre mondiale, il n'y a pratiquement pas d'impôt sur le revenu. Et puis le taux, donc ici je vous indique le taux supérieur de l'impôt sur le revenu, qui est le taux appliqué aux revenus les plus élevés. On voit que ça va passer aux États-Unis. C'est vraiment les États-Unis vont être leaders en la matière dès les années 20. Et à nouveau, dans les années 30, sous Roosevelt, les États-Unis vont appliquer en moyenne de 1930 à 1980 un taux supérieur à 80% sur les plus hauts revenus. Et de toute évidence, ça n'a pas détruit le capitalisme américain, sinon on s'en serait rendu compte. Et ça s'est même accompagné en fait d'une immense période de croissance. Alors c'est un débat qui est toujours compliqué à avoir. Hein. C'est des débats sur les impôts, tout le monde s'énerve très vite et vous essayez de montrer ça. Et les gens vous disent mais comment c'est l'Union soviétique, et vous leur dites mais non, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, tout ça. Mais beaucoup de gens arrêtent juste d'écouter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir un échange rationnel. Bon, moi j'essaye dans ce livre de montrer que si on reprend le fil de cette histoire et qu'on essaye d'analyser ces périodes, ces expériences, selon moi, ont été un immense succès. C'est-à-dire ont permis de réduire les inégalités, de contribuer à financer un système d'infrastructure, d'investissement dans l'éducation qui a été un immense succès. Voilà. Après, on peut avoir des opinions différentes, mais à condition quand même d'accepter de rentrer dans cette analyse historique, dans l'analyse de ces périodes, de présenter des données supplémentaires, de présenter des éléments. On ne peut pas juste en rester à des a priori sur « moi j'aime pas ça voilà, c'est très bien », mais on a des expériences historiques qui sont quand même pas très lointaines et qui méritent d'être regardées. Alors, l'invention de la progressivité fiscale, ça peut se mesurer de cette façon-là avec le taux appliqué aux plus hauts revenus. Le mieux, c'est quand même de regarder aussi les taux effectifs payés par les différents groupes. Donc là, vous l'avez dans le cas des États-Unis, où là, on prend en compte, là, ce sont des travaux menés avec Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, qui ont été étendus d'ailleurs récemment par Emmanuel et Gabriel sur les toutes dernières années. Vous avez là, on prend en compte tous les impôts, impôts indirects, impôts directs, cotisations de sécurité sociale. Vous voyez que pendant une grande partie du XXe siècle, la progressivité fiscale était vraiment une réalité, c'est-à-dire que les groupes de revenus les plus élevés payaient des taux effectifs de 60-70% ou plus, et ça a fortement contribué à réduire les inégalités. Vous avez la même chose sur l'impôt sur les successions. Je ne rentre pas dans les détails, mais là encore, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, de façon intéressante, mènent le bal sur l'invention de la progressivité fiscale au XXe siècle. L'Allemagne et la France sont derrière, en partie parce qu'en Allemagne et en France, la redistribution s'est faite dans l'inflation, dans la destruction, donc de toute façon, il y a moins besoin de l'impôt progressif. Il y a aussi des raisons plus politiques, idéologiques, qui peuvent expliquer ces différences entre pays, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre là. Un point important sur lequel je veux insister, c'est résumé sur ce graphique qui, d'une certaine façon, est un graphique très léniniste. C'est mon graphique le plus léniniste du livre, dans le sens où on voit un peu l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. D'ailleurs, Lénine, quand il écrivait ce livre, en 1916, utilisait ces données sur les placements financiers internationaux que j'utilise là. Et ce qu'on voit ici, pour résumer, c'est que le niveau d'accumulation d'actifs étrangers à l'époque coloniale et jusqu'en 1914, par les propriétaires français et britanniques notamment, avait des proportions tellement gigantesques que ce processus, d'une certaine façon, Première Guerre mondiale ou pas Première Guerre mondiale, ne pouvait pas continuer indéfiniment. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, c'est, vous voyez que la France et le Royaume-Uni, entre 1880 et 1914, accumulent jusqu'à près de 200% du revenu national, 2 années de revenu national en actifs étrangers pour les propriétaires britanniques, plus de 100% pour la France.
Juste pour vous donner une idée, même à la fin de la période, vous voyez que la Chine, le Japon, l'Allemagne ont eu des excédents commerciaux importants et ont accumulé des réserves financières et des actifs financiers importants dans le reste du monde. Ça reste très très réduit pour l'instant par rapport au sommet colonial franco-britannique d'avant 1914. L'autre façon de s'en rendre compte, c'est qu'en fait ces actifs accumulés à l'étranger, alors qui pouvaient prendre, j'ouvre une petite parenthèse, qui pouvaient prendre des formes très différentes. C'est-à-dire une partie de ces actifs étaient des véritables tributs militaires. Donc par exemple la dette imposée à Haïti fait partie de ces actifs. Et puis ça faisait partie des stratégies d'appropriation coloniale classique que d'imposer des dettes à un peu tout le monde, à l'Empire chinois, à l'Empire ottoman, au Maroc. Dont la stratégie d'appropriation coloniale classique consiste à envahir un pays au motif que des commerçants ou des banquiers auraient été maltraités par la population locale, ensuite faire payer le prix de la guerre par le pays qu'on va ensuite coloniser, ensuite prendre le contrôle du système fiscal pour permettre le paiement des intérêts de la dette. Enfin, donc le processus consistant à imposer des dettes au reste du monde est une partie significative de ces dettes. Vous avez aussi des investissements plus réels, le canal de Suez va faire partie de ça. En même temps, le canal de Suez, pour finir, ça a quand même été construit par des mains d'ouvriers égyptiens et ensuite les actionnaires français et britanniques ont touché des dividendes pendant un siècle. Donc voilà, c'est une logique de relation qui est quand même extrêmement violente, surtout vu l'ampleur de l'accumulation. C'est-à-dire qu'une autre façon de vous rendre compte de l'ampleur, c'est qu'entre 1880 et 1914, la France et les Britanniques, enfin les propriétaires français et les propriétaires britanniques, parce qu'évidemment ça ne concernait pas tout le pays, reçoivent du reste du monde d'un flux de dividendes, d'intérêts, de profits qui atteint 10% de revenu national supplémentaire pour le Royaume-Uni, 5% pour la France, et ça permet à ces pays d'être en fait en déficit commercial permanent. Vous avez un déficit commercial chronique de 2-3% du PIB pour ces pays de 1880 à 1914, mais c'est pas un problème parce que les rentrées financières du reste du monde permettent non seulement de financer le déficit, mais de continuer d'acheter le reste du monde. Donc c'est comme si vous payez des loyers à votre propriétaire, et avec ces loyers, le propriétaire achète le reste de l'immeuble. Donc c'est un processus qui est toujours psychologiquement compliqué, de payer un loyer. Vous connaissez sans doute quelque chose, mais là, quand c'est des pays qui payent des énormes masses à d'autres pays, c'est une relation très violente. On n'est pas du tout dans le modèle apaisé et mutuellement bénéfique de l'économie internationale. On est dans des relations qui, en l'occurrence, se maintiennent avec un appareil de domination militaire et coloniale. Et c'est très difficile d'imaginer comment ce rythme d'accumulation aurait pu se poursuivre, ne serait-ce que 20 ou 30 ans de plus. C'est-à-dire que disons, il y a un moment, on ne peut jamais prévoir d'où vient l'étincelle, mais il y a un moment, soit les pays colonisés ou possédés finissent par se décoloniser et par exproprier les propriétaires coloniaux à l'étranger, soit, et c'est finalement ce qui s'est passé en l'occurrence, la concurrence entre les puissances étatiques européennes finit par faire exploser le système. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que l'Allemagne était très derrière la France et le Royaume-Uni en termes d'accumulation d'actifs étrangers. L'Allemagne n'avait pas d'empire colonial, etc., etc. En même temps, l'Allemagne était devenue la principale puissance industrielle et démographique du continent à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et tout ça, évidemment, va rentrer en confrontation et va être un des éléments, évidemment, centraux qui conduit à ce qui va se passer entre 1914 et 1945. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces actifs coloniaux, en fait, vont s'effondrer, ils s'effondrent net déjà pendant la Première Guerre mondiale, essentiellement pour financer la guerre. C'est-à-dire que les propriétaires français et britanniques vendent une grande partie de leurs actifs coloniaux. Alors, il y a aussi des baisses du prix d'actifs liées aux crises boursières, à l'inflation qui suit la guerre, mais il y a aussi des ventes d'actifs pour prêter au gouvernement pour financer la guerre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, et si vous regardez 30 ans plus tard, en 1945-1950, vous avez des niveaux de dette publique en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, qui sont entre 200 et 300% du revenu national, donc extrêmement important. Et ce qui est alors là très intéressant, c'est que tous ces pays, en particulier la France et l'Allemagne, vont faire le choix de ne pas rembourser ces dettes et de s'en débarrasser à marche forcée. La France avec beaucoup d'inflation. L'Allemagne, c'est très intéressant, c'est que l'Allemagne avait fait l'expérience de l'inflation dans les années 20, ce qui avait permis de se débarrasser de la dette de la Première Guerre mondiale, mais ce qui avait aussi profondément fragilisé et brutalisé la société, avec beaucoup d'inégalités très injustes causées par l'inflation. Et l'Allemagne, l'État allemand, entre 1948 et 1952, utilise une autre solution consistant à avoir un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines, alors les plus hauts patrimoines immobiliers et surtout financiers, et avec des taux qui sont très faibles sur les plus petits patrimoines, mais qui atteignent 80-90% sur les plus hauts portefeuilles financiers, qui sont notamment constitués de titres de la dette publique. Donc,
vous taxez à 90% la dette publique pour diminuer la dette publique, c'est un peu trivial comme stratégie, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un paye à un moment. Voilà, la dette publique, elle est ni aujourd'hui ni hier, elle n'est pas possédée par la planète Mars. Hein. Il y a toujours des détenteurs privés de l'autre côté. Et cette solution qui est adoptée par la Line à ce moment-là, qu'on retrouve aussi au Japon entre 1948 et 1952, avec là encore des taux sur les plus hauts patrimoines privés qui atteignent 80-90%, sont là encore un immense succès. En tout cas, je défends l'idée que si on regarde historiquement les conséquences de cette politique, bah, ça a permis à ces pays, qui sont ensuite devenus les principales puissances industrielles de l'après-guerre, de se débarrasser très très rapidement de leur dette publique. Donc dès les années 50, on n'a plus que 20% du revenu national de dette publique, et ça permet d'investir dans les infrastructures, d'investir dans l'éducation. Si on avait voulu rembourser ces dettes sans inflation, sans mesures exceptionnelles, on y serait encore. Hein, c'est-à-dire qu'on doit faire des excédents année après année, des excédents budgétaires extrêmement forts, et de fait, on aurait consacré d'énormes marges budgétaires et fiscales à rembourser éternellement les personnes qui possédaient des actifs coloniaux avant la Première Guerre mondiale, ou leurs descendants, et on y serait encore là en 2020. Évidemment, ce serait absurde rétrospectivement, mais ça montre bien aussi que la réduction des inégalités au XXe siècle s'est appuyée sur une remise en cause quand même assez radicale de la notion que voilà, une dette doit toujours être remboursée, une propriété privée accumulée dans le passé doit toujours être respectée. Et en Allemagne en particulier, alors il y a ces mesures sur la dette publique, mais il y a aussi en même temps des mesures sur la gouvernance des entreprises, dans lesquelles vous avez les salariés allemands, à travers le mouvement syndical, obtiennent que les représentants des salariés dans les années 50, dès les années 50, et c'est encore le cas aujourd'hui, disposent de 50% des voix, des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises. Les autres 50% vont aux actionnaires. Alors c'est 50% plus une voix pour les actionnaires, mais ça veut quand même dire que si les salariés, en plus de leurs 50% des droits de vote en tant que salariés, possèdent une petite partie du capital, 10 ou 20% du capital, ou si une collectivité locale possède 10 ou 20% du capital, ce qui arrive en Allemagne, eh bien ça peut faire basculer la majorité. Et un actionnaire qui aurait 80 à 90% du capital serait en minorité, ce qui est quand même une remise en cause du principe de droit de propriété tel qu'il est généralement compris dans les sociétés par action, très radical. Et d'ailleurs, la Constitution allemande de 1949 prévoit explicitement cette possibilité, définit la propriété des entreprises comme une propriété sociale, mettant en jeu différentes parties prenantes, des actionnaires certes, mais aussi des salariés, des collectivités locales, et c'est ça qui permet que ces lois soient passées. Et aujourd'hui, en France, vu la Constitution française, si on voulait faire la même chose, certains demanderaient au Conseil constitutionnel d'annuler ça, et c'est tout à fait possible, vu qui siège au Conseil constitutionnel, que ceci soit annulé. Ce que ça montre, c'est que beaucoup de ces changements reposent sur des changements de constitution, parfois, parce que ça va vraiment chercher sur les conceptions mêmes de la propriété, très, très, très fortement inscrite depuis le 19e siècle. Pour finir, ça a été un très grand succès, là encore, en Allemagne, en Suède, dans tous les pays d'Europe germanique nordique qui ont développé la cogestion, donc qui est ce système de partage des droits de vote au sein de l'entreprise. Je ne cherche pas à idéaliser ce système qu'il faudrait prolonger, approfondir, mais aujourd'hui on sent quand même, en France, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, ce type d'idées commencer à monter en puissance, et on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Alors, je voudrais maintenant en venir à la phase de remontée des inégalités depuis les années 80-90, en insistant, là encore, sur deux facteurs idéologiques vraiment très importants, des facteurs politiques et idéologiques très importants, qui sont la chute du communisme et l'arrivée du reaganisme. Et ce que je vais décrire comme l'échec du reaganisme dans un instant. Alors d'abord, sur la fin du communisme, on voit que si on essaye de mesurer les inégalités monétaires en Union soviétique, on a des niveaux d'inégalité monétaire qui étaient relativement faibles, en même temps pas forcément très différents de ce qu'on a en Europe occidentale dans les années 80, et même si on mettait par rapport à la Suède était plutôt plus égalitaire d'un point de vue monétaire que l'Union soviétique. Donc le problème en Union soviétique, c'est beaucoup de problèmes évidemment, mais ce n'est pas forcément la très forte compression des écarts monétaires, mais plutôt l'hypercentralisation étatique du système de propriété par rapport à la Suède ou la cogestion à la suédoise par exemple. Toujours est-il qu'à la fin du communisme, on ne choisit pas d'aller vers un modèle suédois ou social-démocrate, on choisit d'aller vers la thérapie de choc avec un petit groupe de personnes qu'on appellera ensuite les oligarques, qui vont devenir propriétaires d'une énorme partie du pays, notamment des ressources naturelles du pays, et ça va conduire à des niveaux d'inégalité monétaire, autant qu'on puisse les mesurer, encore plus élevés qu'aux États-Unis, et finalement une augmentation des inégalités encore plus radicale. Et en ce sens, le post-communisme est un peu la forme extrême
de la montée des inégalités qu'on a depuis les années 80, avec en plus un contournement du système légal et une utilisation des paradis fiscaux. Donc là, ce sont des estimations dues à Gabriel Zucman, qui sont sans doute là encore des bornes inférieures. Mais disons, ce qu'on peut dire, c'est que la Russie est en tête de l'utilisation des paradis fiscaux avec les pétromonarchies du Golfe. De façon générale, ce qui est très frappant, la Russie de Poutine, c'est un pays où il n'y a aucun impôt progressif sur le revenu. Donc c'est 13% d'impôts, que vous ayez 100 roubles par mois ou 1 milliard de roubles par mois, c'est 13%. Donc même Trump, il n'ose pas proposer ça. Il aimerait bien, il rêve sans doute la nuit, mais dans la langue politique actuellement acceptée, ils se sont quand même obligés de dire on va faire 5% sur les plus bas revenus, 25-30% sur les plus hauts, puis les démocrates vont dire non, on va revenir à 60-70% sur les plus hauts, mais chaque camp se sent tenu de se donner au moins les apparences de la progressivité fiscale. La Russie post-communiste, on ne fait même pas semblant. Il n'y a aucun impôt sur les successions, c'est 0%. Même chose en Chine, 0%. Donc vous commencez par privatiser l'essentiel d'une grande partie des richesses naturelles des entreprises du pays, souvent au bénéfice de groupes proches du pouvoir, et ensuite vous transmettez tout à 0% d'impôt successoire. Et Hong Kong, c'est l'exemple assez étonnant d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et qui a même supprimé son impôt sur les successions en 2007, après être devenu communiste. Enfin, en tout cas, après être passé sous la coupe du Parti communiste chinois. Et maintenant, en Asie, si vous voulez, si jamais ça vous arrive à l'avenir, que vous avez une fortune à transmettre en Asie, je vous conseille d'aller mourir en République populaire de Chine, puisque vous aurez 0% d'impôt sur les successions, alors que si vous allez à Taïwan capitaliste, ou en Corée du Sud capitaliste, ou au Japon capitaliste, vous allez payer 40-50% sur les plus hautes successions. Même au Japon, c'est passé à 55% il y a quelques années, par un gouvernement de centre droit. Le Japon n'a pas une culture gauchiste particulièrement marquée, et le fait que la Russie et la Chine post-communiste en soit à 0% d'impôt sur les successions montre un peu cette espèce de grand renversement idéologique. Voilà, l'échec du stalinisme et du maoïsme a été instrumentalisé par des groupes au pouvoir dans ces deux pays pour mettre en place un niveau de concentration de la richesse qui évidemment n'est absolument pas indispensable pour réduire la pauvreté en Chine. Enfin, on peut réduire la pauvreté en Chine sans pour autant que des groupes proches du pouvoir se transmettent à 0% toutes les anciennes ressources publiques. Donc là, voilà, ça a été très très long. Alors l'autre bouleversement idéologique et politique des années 80-90, c'est évidemment le réganisme, qui va conduire aux États-Unis à une très forte croissance des inégalités de revenus, puisque là, pour le coup, c'est en termes de revenus, la part des 50% les plus pauvres est passée en dessous de la part des 1% les plus riches, ce qui a toujours été le cas pour les patrimoines, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, y compris en France, sur la répartition des patrimoines, mais sur la répartition des revenus, là, pour le coup, c'est nouveau. Enfin, c'était le cas en France sur les revenus au 19e siècle, mais aujourd'hui en Europe, on est plutôt sur les niveaux des États-Unis, plus proches des États-Unis des années 80 que de la fin de la période. Alors, d'une certaine façon, Reagan avait annoncé la couleur, c'est-à-dire que Reagan, dans les années 80, repose sur le pari que les États-Unis, sous Roosevelt et sous le New Deal, ont trop voulu réduire les inégalités. En particulier, ont institué des taux d'imposition trop élevés, d'après Reagan, de 80-90% sur les plus hauts revenus et les plus hautes successions. Et donc la promesse de Reagan, un peu la théorie du ruissellement, est de dire, voilà, on va réduire fortement les impôts sur les milliardaires, les entrepreneurs, ça va peut-être augmenter les inégalités, mais à la fin des fins, ça va produire tellement d'innovation et tellement de croissance supplémentaire que les revenus, les salaires vont se mettre à croître comme vous n'avez jamais vu en Amérique, et tout le monde va en bénéficier. Alors, c'est une promesse qui aurait pu être vraie, qui aurait pu marcher, sauf que si on regarde la situation 30 ans plus tard, donc là vous avez le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis en vert. Donc je compare sur des périodes très longues, 30-40 ans, parce que si vous faites des comparaisons de taux de croissance sur 2 ans, 3 ans, ça n'a évidemment aucun sens. Ce que vous voyez, c'est qu'entre 1950 et 1990, le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis était de 2,2%. Il est tombé entre 1990 et 2020 à 1,1%. Donc le taux supérieur de l'impôt sur le revenu a été divisé par 2. C'était censé dynamiser la croissance. En fait, la croissance a été divisée par 2. Alors,
Moi, d'ailleurs, je ne dis pas du tout que la croissance a été divisée par deux parce que le taux de l'impôt progressif a été divisé par deux. Je pense qu'en fait, la raison pour la baisse de la croissance, elle est plutôt ailleurs. C'est plutôt la stagnation de l'investissement éducatif dont je parlais tout à l'heure. Il peut aussi dire que c'est pas impossible que l'épuisement énergétique, l'augmentation des prix de l'énergie finissent aussi par peser structurellement sur la croissance, même si je ne pense pas qu'à ce stade, ce soit une très grosse partie de cette baisse, qui pour le coup pourrait être aussi souhaitable éventuellement, mais je pense que cette baisse, en l'occurrence, reflète plus la stagnation de l'investissement éducatif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que montre cette expérience historique, c'est qu'en soi, d'une part, le fait d'avoir des taux très élevés sur l'impôt progressif n'empêche pas d'avoir une croissance forte, et à l'inverse, le fait de sabrer l'impôt progressif ne garantit absolument pas la dynamisation de la croissance. Ou alors là, il faudrait expliquer, pour continuer de défendre la thèse réganienne aujourd'hui, il faudrait donner une explication pour laquelle la croissance aux États-Unis s'apprêtait à être divisée par 4 et dire, elle a été divisée seulement par 2 grâce à la dynamisation des entrepreneurs sous Reagan. Bon. C'est possible, hein, on est en sciences sociales et toutes les interprétations de l'histoire sont possibles, mais moi j'invite quand même ceux qui veulent défendre cette thèse à bien boulonner tout dans leur argumentation et apporter des éléments expliquant pourquoi cette croissance aurait dû être divisée par 4, vu les périodes précédentes, parce que sur l'Europe, souvent on insiste sur le fait que la phase 1950-1990 est très spéciale, une phase de rattrapage, on ne peut pas vraiment comparer aux périodes ultérieures. Et c'est vrai qu'en Europe, la situation est très spéciale. Sur les États-Unis, la phase 1950-1990 n'était pas particulièrement exceptionnelle, elle était en fait très comparable aux phases précédentes. Donc l'anomalie, c'est plus la phase 90-2020, et disons au minimum, la thèse que aujourd'hui, on a plus de milliardaires aux États-Unis dans les années 2000, 2010, 2020 que dans les années 70 ou 80. Mais en termes de... Alors, parfois, des personnes disent, oui, il y a plus de brevets. Alors, oui, c'est vrai, il y a plus de brevets. Les gens mettent leur nom sur des brevets, sur tout et n'importe quoi, y compris des choses qu'ils n'ont pas inventées eux-mêmes. Mais à la fin des fins, les brevets, l'innovation, c'est censé augmenter le niveau de production et le niveau donc, de revenus et de salaire dans la société dans son ensemble. Si la croissance est divisée par 2, c'est très bien que vous ayez plus de brevets, mais à quoi ça sert? Ça montre juste que les stratégies d'appropriation privée, parfois de connaissances publiques ou de toutes sortes de connaissances, ont changé, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais finalement, à la fin, ce qui compte, c'est quand même l'évolution de la croissance économique. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister dans cette présentation, c'est la transformation politique des électorats qui a eu lieu à la suite, en partie, de cette décennie des années 80 et de tout ce tournant réganien et ces politiques de dérégulation financière, fiscale qui ont eu lieu. Les partis sociodémocrates ou démocrates aux États-Unis n'étaient pas forcément à l'origine, mais ils ne les ont pas vraiment contrés. Et je pense que c'est une des explications pour lesquelles ces partis ont perdu le soutien populaire dont ils bénéficiaient. Donc ce que vous voyez dans ce graphique, par exemple, si vous regardez la courbe en bleu, c'est pour le Parti démocrate aux États-Unis, c'est la différence entre le vote pour le Parti démocrate au sein des groupes les plus diplômés, moins le vote pour le Parti démocrate au sein des groupes les moins diplômés. Donc quand c'est supérieur à 0, à la ligne noire, ça veut dire que ce sont les plus diplômés qui votent davantage pour le Parti démocrate, et à l'inverse, quand c'est inférieur à 0, ça veut dire que c'est plutôt les moins diplômés qui votent davantage pour le Parti démocrate. Et c'est très frappant de voir que dans l'après-Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60, le Parti démocrate aux États-Unis attirait plutôt un électorat populaire en termes de niveau d'éducation. C'est aussi vrai si on regarde en termes de niveau de revenus, de patrimoine. De la même façon que le Parti travailliste, c'était encore plus vrai pour le Parti travailliste au Royaume-Uni, c'était également vrai pour les partis socialistes communistes en France, et puis petit à petit, ces partis sont en fait devenus les partis des plus diplômés, les partis des gagnants du système éducatif et d'une certaine mesure des gagnants du système économique, même si ce que je montre dans le livre, c'est que les dimensions éducation et les dimensions patrimoine, donc capital humain, capital économique, se sont différenciées très fortement, et donc les personnes ne votent pas toujours pour la même partie, mais du point de vue de l'éducation, on a ce retournement du clivage qui est extrêmement fort, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays. Là, vous avez l'Allemagne, la Suède, la Norvège, là, vous avez l'Italie, la Suisse. Bon, je ne vais pas prendre chaque pays, donc là, il y a tout un programme de recherche avec beaucoup d'étudiants, de jeunes chercheurs qui sont impliqués là-dedans. On va faire un livre avec des chapitres pays par pays qui sortira dans un an et demi,
qui couvre tout ça de façon détaillée, mais je présente dans mon livre, dans les chapitres 14-15 du livre, 14-15-16 du livre, les principaux résultats que je résume ici. Alors, les plus diplômés sont maintenant passés du côté des anciens partis de gauche, entre guillemets, sociodémocrates, socialistes, travaillistes, suivant leur dénomination, suivant les pays. Les personnes ayant le plus de patrimoine, dans certains cas, ont continué de voter jusqu'à un certain point pour les républicains aux États-Unis, les conservateurs au Royaume-Uni, les partis de droite en Europe. Et puis ceux qui n'ont ni de haut diplôme, ni de haut patrimoine, se sont beaucoup réfugiés dans l'abstention, dans un premier temps, et puis petit à petit ont été captés par un vote nationaliste et xénophobe, mais uniquement dans un second temps. J'insiste là-dessus parce que dans le débat américain, l'explication qui a souvent été donnée pour cette évolution, c'est de dire, en fait, c'est à la suite du mouvement des droits civiques aux États-Unis, tout l'électorat populaire blanc a fui le Parti démocrate parce qu'ils n'aimaient pas l'égalité raciale. Et voilà, c'est pas de la faute des élites du Parti démocrate, on a fait tout ce qu'on peut, mais l'électorat populaire blanc est juste trop raciste, on peut rien y faire. Enfin, je caricature, mais c'est une explication qu'on entend beaucoup aux États-Unis. Sauf que vous avez la même évolution structurelle au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui n'ont pas connu le mouvement des droits civiques dans les années 60, et qui connaissent une forme de conflit politique autour des questions migratoires, mais qui devient vraiment décisive à partir plutôt des années 80, 90, 2000, et alors que ce processus de retournement du clivage éducatif commence beaucoup plus tôt. Donc moi j'essaye de défendre l'idée dans ce livre que ce retournement du clivage éducatif correspond plutôt au fait que les partis qui, dans l'après-guerre, avaient porté un programme de redistribution, notamment d'investissement éducatif très fort au bénéfice des catégories populaires, ont un peu abandonné ce programme de redistribution, en partie parce qu'il y a eu de nouveaux enjeux, un enjeu de justice éducative face à l'enseignement supérieur, un enjeu lié à la dérégulation financière dans les années 80 auquel ces partis n'étaient pas forcément préparés. Donc voilà, différentes raisons que j'analyse dans le livre. Un des effets de cette évolution, c'est le divorce considérable par rapport à la question de la mondialisation en général, la question de l'organisation du système économique mondial, et en particulier dans le contexte européen, la question de l'Union européenne. Là, vous avez les résultats du Brexit en 2016 par décile de revenus, de diplômes et de patrimoine. Donc, je disais tout à l'heure, les hiérarchies du diplôme, du revenu et du patrimoine se recoupent jamais complètement et peuvent donner lieu à des politisations très différentes dans les votes pour les partis de gauche et les partis de droite. Par contre, sur la question européenne ou sur la question de la mondialisation, là, toutes les dimensions vont se superposer, c'est-à-dire qu'à la fois les plus diplômés, les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines vont soutenir la mondialisation telle qu'elle est organisée, disons pour simplifier, et en particulier, là en l'occurrence, le maintien dans le cadre de l'Union européenne. Donc on voit que là c'est la proportion de Remain lors du référendum de 2016. On voit que les 30% les plus favorisés ont voté pour rester dans l'Union européenne, les 10% les plus favorisés ont voté même avec enthousiasme pour rester dans l'Union européenne, mais comme les 50-60% les moins favorisés ont voté contre, pour finir, le Brexit l'a emporté à 52%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même chose sur les référendums français de 92 et 2005. C'est-à-dire que là, vous avez, donc il y a deux grands référendums en France sur l'Europe, le référendum sur le traité de Maastricht en 92 et le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. En 92, le traité de Maastricht, le oui l'emporte à 51%, donc c'est très serré. Et là, vous voyez que les 30% du haut ont voté pour le oui, et ont voté fortement pour le oui, alors que les 50% du bas ont voté légèrement pour le non, donc le oui l'emporte. Mais en 2005, là, vous avez plus que les 20% du haut qui votent pour le oui, et les 70% du bas qui votent pour le non, donc là, le non l'emporte à 55%. Donc moi je veux insister là-dessus. Bon, moi j'ai voté pour le oui pour ces deux référendums, et moi je défends une ligne fédéraliste sur l'Europe, et je suis profondément attristé par ce type de constat. En même temps, je pense qu'à un moment, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on a un clivage politique et social aussi marqué sur la question de l'Europe, à un demi-siècle d'intervalle, puisqu'on a 92, 2005, 2016, dans deux pays très différents, la France et le Royaume-Uni, dans leur histoire par rapport à l'Europe, on ne peut pas juste dire, voilà, tout ça, c'est de la faute des Britanniques, c'est de la faute des classes populaires qui sont racistes, etc. Je crois qu'à un moment, il faut quand même prendre au sérieux ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si tout ceci était juste un simple malentendu et que ça allait s'arranger en expliquant mieux le même système qu'avant.
Moi je suis profondément convaincu que ce que ça traduit là, c'est qu'on a besoin d'une organisation très différente des relations économiques entre pays. C'est-à-dire qu'un système où vous avez la libre circulation des biens, des services, des capitaux, sans aucune régulation, sans aucune fiscalité commune, sans aucun objectif social de réduction des inégalités, d'augmentation des salaires, d'investissement dans l'éducation, de justice au niveau des impôts, ça conduit à un système qui favorise beaucoup ceux qui sont le plus mobiles, ceux qui ont le plus de capital financier et capital humain. Et d'ailleurs, c'est pas souvent dit explicitement dans le discours politique. En France, depuis 2017, vous avez eu un discours politique consistant à dire voilà, les groupes les plus mobiles qui peuvent déplacer leur capital, c'est pas de notre faute, on sait plus où ils sont, on n'arrive plus du tout à les imposer, donc on va être obligé de taxer les groupes immobiles qui, eux, ne peuvent pas bouger. Et sauf qu'à un moment, les groupes immobiles se disent bon, bah, puisque c'est comme ça, nous, on veut sortir de ce système économique et on veut retourner à un système de frontières qui va nous protéger, alors sans forcément croire beaucoup à ce que ça va donner, mais si c'est la seule solution qui se propose, malheureusement, le risque, c'est l'explosion du système européen et plus généralement de l'organisation actuelle de la mondialisation. Donc on est, là je crois que c'est la contradiction, c'est un peu l'équivalent de ma contradiction léniniste de tout à l'heure. Là c'est un contexte différent parce que on n'est plus dans une situation où des puissances européennes coloniales s'apprêtent à s'envahir les unes les autres évidemment, mais on est dans une situation où dans le régime de la démocratie électorale et parlementaire, il y a une contradiction foncière entre un discours qui promet la prospérité partagée grâce à la mondialisation et une réalité qui fait que ce discours n'est pas partagé pour le coup et qu'on a un clivage social extrêmement fort sur la mondialisation. Alors, je veux insister aussi sur les tensions entre pays, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités à l'intérieur des pays, mais il y a aussi des incompréhensions très fortes entre pays. Je prends deux exemples. D'abord, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Vous savez, vu d'Europe de l'Ouest, donc notamment vu de France et d'Allemagne, on a tendance à considérer que les pays d'Europe de l'Est, par les temps qui courent, sont quand même très grincheux, beaucoup trop grincheux. Même avec tout ce qu'on paye en vert comme transfert public du budget européen, comment se fait-il qu'ils sont aussi grognons et on en reproche beaucoup. Sauf que vu d'Europe de l'Est, on voit surtout la courbe en orange, qui est tout aussi vraie que la courbe verte, qui, elle, mesure les flux sortants de profits privés faits par des investisseurs, notamment allemands, français, mais plus généralement des investisseurs extérieurs, qu'on investit, en Russie, il y a eu des privatisations au profit des oligarques. En Europe de l'Est, les privatisations ont beaucoup été faites, des groupes étrangers, européens, sont venus investir, ce qui en soi aurait pu être une bonne chose, et d'ailleurs a été plutôt une bonne chose dans son ensemble, sauf qu'à la fin, les salaires en Europe de l'Est ont beaucoup plus stagné, ou en tout cas ont beaucoup moins augmenté que ce qu'espéraient les gens en Europe de l'Est, et c'est ça qui fait que vous avez des marges de profit considérables pour les investisseurs allemands et français. Vous voyez que les flux sortants de profit vont être 6-7% du PIB chaque année, donc 2-3 fois plus fort que les flux entrants de budget public. Et je peux vous dire que pour les gens concernés en Pologne, en République tchèque, qui connaissent le niveau des salaires de l'autre côté de la frontière allemande par rapport à leur salaire, c'est quelque chose de très très sensible comme sujet. Alors, vu de France ou d'Allemagne, on va avoir tendance à dire oui, mais le niveau des salaires et des profits, nous on n'y peut rien. C'est les lois du marché, c'est la concurrence libre et non faussée qui fixe le niveau des salaires et des profits. La seule chose qu'il faut regarder, c'est après que l'équilibre de marché se soit formé, ce sont les transferts publics en vert qui, là, sont vraiment un acte de générosité de la part du vainqueur du marché. Sauf qu'en fait, le niveau des prix et des salaires, il ne tombe pas du ciel. Il dépend d'un système légal, d'un système social, de l'existence ou non d'harmonisation sociale, de droit syndical, de salaire minimum, d'harmonisation sur la protection sociale. Donc voilà, si on refuse de discuter de tout ça et qu'on se contente de vouloir organiser l'Europe ou la mondialisation en général uniquement par la discipline de marché et par rapport à la concurrence libre et non faussée avec expose des transferts fiscaux qui viennent après coup pour corriger, ça va pas marcher. On a le même type d'incompréhension, parce qu'après on se retrouve avec des incompréhensions comme ça qu'on ne comprend pas, parce que nous, on voit là d'un côté de la barrière, on voit que le trait vert, et puis les autres voient que le trait orange, et on y arrive. Et la solution, c'est de rentrer dans l'espace de débat démocratique européen une discussion sur l'organisation des règles salariales, de la politique sociale. C'est compliqué, et si on ne fait pas cet effort-là, on se retrouve face à des incompréhensions majeures. On a la même chose sur la question de la zone euro et du taux d'intérêt sur la dette publique dans la zone euro. Donc je vous rappelle rapidement ce qui s'est passé depuis l'introduction de l'euro il y a 20 ans. La première phase
de 99 à 2008, vous aviez le même taux d'intérêt. Donc ça, c'est le taux d'intérêt sur la dette publique il y a 10 ans, qui était rigoureusement le même dans tous les pays de la zone euro, de 99 à 2008, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas anormal quand vous avez une monnaie unique. Si vous pensez que cette monnaie unique va durer, que tout va rester en place, vous devriez avoir le même taux d'intérêt. Sauf qu'après la crise financière de 2008, et après aussi que le président de la Banque Centrale Européenne, français à l'époque, ait annoncé très imprudemment que la Banque Centrale Européenne allait cesser de prendre en pension les bons du Trésor grec si les agences de notation dégradaient la Grèce, alors que les agences de notation n'étaient pas particulièrement brillées dans tout ce qu'elles avaient fait dans le passé avec leur notation du secteur privé. Dès que cette annonce a été faite, l'interprétation des marchés financiers, ça a été que la Banque Centrale Européenne et les institutions de la zone euro ne tenaient pas particulièrement à préserver l'intégrité de la zone euro. Et là, ça a été vraiment une orgie de spéculation financière avec des écarts de taux d'intérêt gigantesques qui, quand vous partez d'une dette importante, vous met complètement par terre vos budgets publics. Alors à la fin de la période, ça s'est calmé, en particulier parce que la Banque Centrale Européenne a fini par intervenir pour stabiliser le système, mais vous avez encore des écarts importants de taux d'intérêt et surtout vous avez un narratif sur cette période qui est complètement contradictoire entre le nord et le sud. Là encore, vu de la France et de l'Allemagne, on va avoir tendance à raconter les 10 dernières années en disant regardez, on a quand même été super généreux puisqu'on a reprêté à la Grèce à 3-4% avec le mécanisme européen de stabilité, des sommes que nous-mêmes on empruntait à 0 ou 1%, alors qu'ils s'apprêtaient à se prendre 10% de taux d'intérêt dans la figure sur les marchés financiers, donc on a été quand même très généreux. Vu de la Grèce, on a tendance à dire oui, en fait, vous êtes surtout fait une super marge financière sur notre dos, et d'une certaine façon, les deux discours sont vrais. C'est-à-dire, tout dépend, c'est comme pour les salaires, le niveau des salaires et des profits en Europe de l'Est, c'est-à-dire, ça dépend du référentiel que vous choisissez. C'est-à-dire, si le référentiel est l'équilibre de marché, effectivement, on pouvait dire la Grèce s'apprêtait à se prendre 10% ou 20% de taux d'intérêt sur le marché, donc on est quand même super généreux de leur reprêter plus cher que ce à quoi on a emprunté et moins cher que ce qui s'apprêtait à se prendre dans la vie. Sauf que vous pouvez aussi décider que ce marché-là n'est pas un marché très utile, est un marché très spéculatif, et qu'en fait il faudrait mieux en l'occurrence le fermer, c'est-à-dire avoir une dette publique commune, un seul taux d'intérêt, avoir une assemblée de la zone euro qui vote un budget, un niveau d'endettement. Si aux États-Unis la Federal Reserve devait choisir chaque matin entre le taux d'intérêt de la Californie, de la Louisiane, de New York, ce serait un énorme bazar, et les États-Unis n'auraient pas réussi à se relever de la crise de 2008 et seraient exactement dans le même panel que la zone euro actuellement. Parce que pour finir, cette peur de la démocratie et d'une assemblée qui voterait ensemble au niveau du budget avec un type de dette commune, ça finit par nuire à tout le monde. C'est-à-dire, même du point de vue des épargnants allemands ou hollandais, un taux d'intérêt à 0% et une stagnation dans la zone euro, ça ne sert à rien. Donc là, on a à nouveau une contradiction qui est liée en fait à une nouvelle forme de sacralisation du marché de la concurrence entre pays, la discipline de marché, comme on dit beaucoup dans la zone euro, comme solution à tous les problèmes politiques, sauf que c'est une solution qui ne marche pas, d'où une contradiction. D'où un risque de repli national, d'explosion de la zone euro, d'où aussi la nécessité de penser d'autres solutions. Alors, il y a d'autres solutions qui ont émergé après la crise de 2008, qui ont été essentiellement la création monétaire. Donc la création monétaire, ça a permis, qui a été considérable, on voit que le niveau des banques, le bilan des banques centrales en Europe et aux États-Unis a atteint des niveaux qu'on avait déjà vus au moment des guerres mondiales, ce qui montre l'ampleur du choc créé par la crise de 2008, qui ont permis d'éviter les faillites bancaires en cascade, mais qui en même temps ne permettent pas de résoudre les problèmes d'inégalité. Alors les problèmes d'environnement, certains aujourd'hui voudraient utiliser la monnaie pour contribuer à financer les investissements écologiques, les investissements éducatifs, la réduction des inégalités. Et je pense qu'effectivement la monnaie peut faire partie de la solution, mais à condition de la mettre dans un système démocratique avec des assemblées qui ont le pouvoir de voter des impôts communs, des budgets communs, parce que sinon on a un système qui est complètement déséquilibré et qui fait qu'on va tout demander à la création monétaire et ça va pas suffire à régler les problèmes. Je vais peut-être m'arrêter quand même assez vite parce que j'ai déjà dépassé le temps que vous m'aviez accordé, mais vous deviez me le signaler et vous ne l'avez pas signalé, donc là j'ai une très bonne excuse. Alors, je vais m'arrêter là et résumer très très vite, mais j'ai déjà mentionné beaucoup des perspectives alternatives qui, je pense, sont d'une certaine façon déjà en cours de discussion dans beaucoup de pays. Il y a toute la question de la justice éducative. On a une immense hypocrisie par rapport à l'égalité des chances dans l'éducation. J'en ai parlé tout à l'heure avec la stagnation des budgets éducatifs. Il y a toute la question de la propriété, de la redistribution de la propriété. Et là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand vous avez aux États-Unis, notamment, deux candidats, Warren et Sanders, qui proposent de créer un impôt fédéral sur la fortune aux États-Unis avec des taux
qui atteignent 6 voire 8% par an sur les plus hautes fortunes, alors que l'impôt sur la fortune en France n'a jamais dépassé 2%, 2,5%, il faut quand même se rendre compte que ce soit adopté ou pas, et on n'en est pas tout à fait là, le simple fait que des candidats proposent ça aux États-Unis, ce qu'ils n'avaient jamais vu, alors certainement pas sous Clinton, mais plus généralement dans l'histoire des États-Unis, il y avait eu un impôt fédéral sur les successions, un impôt fédéral sur les revenus, mais jamais de proposition à ce point avancé d'impôt fédéral sur la fortune. On voit qu'il y a un changement idéologique et politique très fort depuis la crise de 2008 notamment, qui se met en place. Et moi, je propose de l'approfondir. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette direction de limitation des inégalités de patrimoine. Il faut également approfondir les expériences de cogestion germanique, nordique que j'ai déjà mentionnées, qui, je pense, ont été dans leur genre un immense succès et qu'il faudrait étendre à d'autres pays et aller plus loin en plafonnant les droits de vote des plus importants actionnaires dans les entreprises au-delà d'une certaine taille. Donc tout ça vise à une circulation plus grande du pouvoir et de la propriété. Et puis la question du social-fédéralisme que j'ai mentionné déjà dans le cas de l'Europe, mais l'idée générale, c'est de conditionner les accords commerciaux, financiers entre pays au niveau mondial à des objectifs explicites de réduction des émissions carbone, de justice fiscale, sociale, climatique, si on ne peut plus continuer d'avoir des purs traités commerciaux financiers qui ne se soucient pas des autres objectifs. Je pense qu'on finira par en arriver là. Ça peut prendre du temps, mais je pense que plus il y aura de personnes pour s'approprier ces questions économiques et financières qui ne sont pas des questions techniques, et plus on a des chances d'y arriver. Merci beaucoup pour votre attention.